Oh là là team, comment ça va en ce dimanche matin? J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. On va aborder beaucoup de choses ensemble pour une petite matinale du dimanche en détente. Donc prenez votre temps, installez-vous, mettez votre café de côté, votre tartine de l'autre côté, le jus d'orange pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous prenez au matin, comme ça vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Alors vous l'avez vu, hier on était là, voilà, moi j'étais pas au stade, mais pour ceux qui étaient au stade Vélodrome, le stade était plein. Environ 60-61 000 personnes qui étaient dans ce stade plein pour un match de pré-saison, un match amical pour certains le disent. Moi c'est plutôt de préparation, un match de préparation, mais il n'y a qu'à Marseille où on voit ça. Franchement, je ne vois pas dans l'Europe quel club arrive à remplir son stade pour un match de prépa. Voilà, un match de prépa et c'est pas de la compétition. Donc merci encore aux supporters d'avoir mis encore de la ferveur, du spectacle et cette ovation qui a été franchement plein de frissons pour Aubameyang, pour vous et pour moi. Franchement, j'ai passé un bon moment, même si le match n'a pas donné lieu à une victoire, un partout, on a passé un bon moment. Voilà, pour ceux qui étaient en live avec moi, on a passé un bon moment pendant plus de 7 heures et on va recommencer. Pas la semaine prochaine parce que je ne serai pas là malheureusement pour le match OM Aston Villa, mais le match de la semaine d'après, le vendredi 15, on sera ensemble du côté de Rennes pour l'affrontement entre Rennes et l'Olympique de Marseille avec Quentin Malin d'un côté, Valentin Rongier de l'autre et les Olympiens sur le terrain. Donc avant d'aborder le championnat, on va parler du mercato et on revient un tout petit peu sur la rencontre avec quelques petits points précis parce qu'il y a l'ovation d'Aubameyang, on va en parler et vous allez la voir avec moi. On y va après quoi? L'introduction. Allez, let's go, un partout comme il nous le montre là, Halftime Summer Act 25, l'avant-dernier match, la 5e rencontre de cette préparation qui se solde par le score de 1 but partout, la 3e rencontre qui se solde par le 1 but partout après Charleroi, après Valence la semaine dernière, et ben le 3e 1 partout, la victoire 2-0 contre Girone et la première victoire contre, j'ai déjà oublié mais c'est 5-0, n'hésitez pas à me dire Excelsior Malsus, un truc comme ça. Voilà donc 1 partout, un match qui a été intéressant, beaucoup de choses à soutirer de cette rencontre, mais on va regarder tout d'abord quelques vidéos comme le but de Mason Greenwood. Je vous mets le son, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notez-moi le but, tiens, notez-moi le but dans les commentaires. Allez, avec Murillo qui va recevoir le ballon, un superbe centre du Panaméen, voilà, qui a une bonne qualité de centre, qui va la mettre sur la tête plongeante de Mason Greenwood. Allez, let's go, c'est parti, avec Murillo au point de penalty, Mason Greenwood, la tête plongeante et le gardien Nyland, je crois qu'il s'appelle, le gardien norvégien de nationalité de Séville qui est battu. Il a été trop vite. Greenwood qui a marqué son 6e but. Voilà, c'est quand même assez conséquent. En même pas, j'ai envie de dire, le temps qu'il a joué sur le terrain, c'est environ l'équivalent de 3 à 4 rencontres. Donc en 3 à 4 rencontres, 6 buts, certes c'est des matchs de prépa contre Pim Pam Boum, mais c'est quand même, ça montre quand même la valeur et surtout la forme du joueur. Pas la valeur parce que c'est surtout la forme que j'ai envie de mettre en avant. Comme l'année dernière, j'ai l'impression qu'il est en très grande forme et même encore mieux. N'oublions pas qu'il connaît l'OM, qu'il connaît le contexte, qu'il connaît De Zerbi. Donc on peut assister à une grande saison de Mason Greenwood. On enchaîne avec une autre chose qui nous a filé le frisson, c'est l'ovation pour le retour d'Aubameyang. Écoutez bien, écoutez but, ça dure 30 secondes. Voilà, je vous laisse le son. Let's go, caca. Et on va écouter. Je regarde et j'écoute. L'Orange Vélodrome. Le retour de bas avec Goury qui a fait un match, on va en parler tout à l'heure quand tu vas la encore assez compliqué. Wow! Quelle ambiance! Quelle ovation! Eh ben franchement je demande à voir mieux des autres de Ligue 1 par exemple. Voilà, il y a le classement tous les ans des stades. Et ben j'ai l'impression que tous les ans l'OM, le Vélodrome, c'est vraiment le stade à aller. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai été plusieurs fois et je vais y aller d'ailleurs pour le fameux gage et le fameux challenge que je dois respecter. Voilà, aller en vélo du côté du Vélodrome, de chez moi au Vélodrome le 22-23 pour le OM PFC. J'ai déjà pris la place. Voilà, donc on se retrouvera pour ceux qui veulent me retrouver du côté de Marseille. N'hésitez pas à me donner rendez-vous en privé, pourquoi pas. Allez, on enchaîne. Aubameyang, donc la photo qui est magnifique. Donc à la 77e minute, il a joué environ un quart d'heure. Alors pour préciser la prestation d'Aubameyang, elle a été en dedans. On va dire qu'il y a le temps pour qu'il se remette dans le rythme. N'oublions pas, il est arrivé il y a que 3 jours. Il a eu un ballon de contre-attaque, une transition rapide où franchement il aurait pu aller marquer au but, aller directement dans la surface et il a manqué sa conduite de balle. Donc il se l'emmène mal et malheureusement le retour du défenseur va arrêter cette occasion. Une tente une talonnade pour Vaz.
a fait une entrée correcte, hein, Robinho Vaz, on va en parler tout à l'heure. Et malheureusement, on va pas parler de la prestation d'Aubameyang. C'est juste le plaisir de le revoir au Vélodrome et avec les couleurs de l'Olympique de Marseille. Allez, on enchaîne avec d'autres joueurs qu'on n'a pas vus. Mais tout d'abord, vous le voyez sur son short peut-être, le numéro. Mais je vous le montre plus précisément. Le numéro, c'est le 97. Certains me sortaient le 7. Oui, il y a un 7, mais il y a aussi un 9. Le 9 d'Aubameyang, le 9 de Gouiri et surtout le 7 de Mopé. Et 9 plus 7, ça fait 97. Ou 9 et 7, ça fait 97. Donc 97 pour Aubameyang. Pour l'instant, le numéro 7 reste toujours sur le dos de Mopé. Mais vu qu'Aubameyang sera le pendant et la concurrence de Gouiri, on peut penser que Mopé, ça va partir. Mais on va pas parler de Mopé. On va parler plutôt de Peshao. Peshao n'était pas sur le terrain. Il était sûrement dans le stade. On l'a pas vu. Je l'ai pas vu en photo. Mais en tout cas, il était avec sa famille du côté de Marseille. Ils ont pris plaisir. Voilà, aller à l'Intercontinental et à passer de bons moments en ville à Marseille. Et aussi dans le stade. On voit avec le signe Jules. Voilà, donc les 3 demoiselles. Je sais pas si c'est des sœurs, des femmes ou des mamans. Non, je pense que c'est des sœurs. Et peut-être sa femme. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, la famille de Pexao qui fait le signe Jules. Et ça fait plaisir. On voit que la passion est là. Il y avait son papa qu'on a vu. Et maintenant, on voit toute la famille qui est content de venir à Marseille. En plus, avec cette période-là, avec le soleil. Voilà, ça fait plaisir de venir du côté de Marseille. La présentation de Igor Peshao sera ce lundi à partir de 17h30. Je serai là avec vous en live. Mais il faudra que ça aille vite parce que je dois partir vers les 18h, 18h05. Donc, je serai là avec vous à partir de 16h, 16h05, 16h10 pour parler mercato avant la conférence de presse. Et dès que la conférence de presse commence, on la regarde ensemble. Je ne sais pas s'il y aura l'interview d'après. S'il y a l'interview d'après, je pourrais peut-être pas la passer avec vous, mais c'est pas grave, on la regardera en différé, pourquoi pas ensemble, lors d'un prochain live. Donc Peshao, n'hésitez pas à donner de la force dans ce live-là. Je vous mets dans la description le lien du live de lundi. N'hésitez pas à y aller, à me mettre un petit commentaire si vous avez envie. Voilà, n'hésitez pas à me dire, bon Seb, t'as une belle coupe. Ne prends pas en compte tous les messages que t'as dans les commentaires et dans les chats sur ta coupe. Tu es le plus beau, tu es le plus fort. Voilà, ça me fait plaisir. Allez, j'enchaîne avec un autre joueur. Alors, on parle de Peshao. On parle d'Aubameyang, on parle de Gouiri, les joueurs offensifs. Greenwood en a parlé. Il y a un autre joueur qui a montré tout l'étendue de son talent depuis cet été et même depuis la fin de saison dernière, c'est Jonathan Rowe. Et même la saison dernière où il a monté par épisode certains éclairs de son talent. Et Jonathan Rowe, j'ai envie de dire, c'est peut-être un des hommes de cette pré-saison avec Mason Greenwood pour ses nombreux buts. Mais il a fait une superbe pré-saison comme Medina, comme d'autres qu'on va parler tout à l'heure. Angel Gomez qui a fait une bonne prestation encore hier. Donc j'ai envie de dire, c'est pas dit que Igor Peshao va le mettre sur le banc tout de suite. Déjà, Igor Peshao est blessé. Le temps qu'il revienne, il y aura peut-être 2-3 semaines. Il va manquer sûrement la première rencontre le vendredi 15 à Rennes. Peut-être contre le PFC, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il sera de retour pour le premier match au Vélodrome, je l'espère parce que je serai dans les tribunes. J'espère voir la meilleure équipe et pourquoi pas tous les joueurs sur le terrain. Aubameyang, Jonathan Rowe titulaire et pourquoi pas Pexao qui rentre pour avoir une ovation. Ça me ferait plaisir, mais en tout cas, Jonathan Rowe, il ne faudra pas l'oublier. Allez, je vous montre la composition d'équipe avec un 4-2-3-1 de chaque côté. Je ne vais pas parler des Sévillans, mais plutôt des Marseillais. Donc une prestation encore montée en puissance, on va dire. Il y a eu de bonnes choses, de mauvaises choses. Comme il a dit De Zerbi, on va aller voir ce qu'il a dit en conférence de presse. On a concédé des occasions, voilà, bêtement peut-être, comme celle de Rouli, où il va glisser, tombe sur son cul pour sa relance, où il prend des risques. Et le joueur qui prend la tentative de lob et qui lobe Rouli. Heureusement que Balerdi va sauver devant la ligne et derrière Egan Riley aussi, qui a fait une très bonne rentrée, va sauver. Donc en doublon, il sauve Rouli de sa bourde comme celle de Toulouse à peu près. À Toulouse, ça avait coûté un but l'année dernière. Là, ça n'a pas coûté de but. Mais voilà, il y a eu quelques petites relances aussi dans l'axe. Encore une fois ou deux, de plus de Balerdi que de Medina, que j'ai trouvé très très bon. Donc on va parler de tous les joueurs qu'il y a sur le 11. Donc on parle de Rouli, voilà, comme je vous l'ai dit, donc une petite bourde. Il a d'ailleurs fait une autre bourde derrière en relance. Voilà, on va dire que Rouli, il faudra qu'il se remette un petit peu dans le vif du sujet. Medina, j'ai adoré sa prestation. Très solide. Le pendant de Balerdi, franchement, ça marche tous les deux. Alors, il a été placé côté droit sur cette compo-là, mais c'est plutôt sur le côté gauche. Donc, grosse prestation de Medina. Je le trouve très, très rassurant à côté de Balerdi, qui m'a l'air un peu en dessous pour l'instant, même si ça match les deux. Comme avec Garcia, alors Garcia degré moindre, il y a eu des trous sur son côté, des trous d'air. D'ailleurs, le but,
vient de son côté, c'est un centre qui vient de son côté, qui revient en retrait, et encore une fois avec une frappe à l'entrée de la surface énorme de Sceaux. Je crois que c'est Sceaux qui marque vu qu'il y a le ballon. Murillo de l'autre côté qui a fait une bonne prestation. Alors, il y a eu un trou d'air au début de la rencontre, il s'est repris, et franchement, dès qu'il s'est repris, franchement, ça a été un Murillo qui est monté en puissance. J'ai bien aimé ses montées sur le côté droit, j'ai bien aimé ses nombreux centres. Il en a fait un justement sur la tête de Mason Greenwood qui va la mettre au fond des filets. Højbjerg, Rabiot. Alors, Rabiot, j'ai envie que ça monte encore en puissance. Ça manque peut-être de rythme pour Rabiot. Højbjerg, point de vue puissance, il envoie du lourd, même si ça reste, ça laisse à désirer. C'est comme tous les autres joueurs, peut-être qu'avec le rythme, ça ira beaucoup mieux. Angel Gomes, très très propre. Très propre, très sécure dans ses passes. Franchement, contrôle passe, c'est magnifique. Même sa technique, on le voit. Il a tenté quelques petits dribbles. À un moment donné, à la 50e, je crois, il y a un petit dribble qu'il fait sur 2 joueurs. Il élimine le 2 joueurs. Alors, c'est pas un passement de jambes Messi là, mais c'est par des petits dribbles courts, des doubles contacts aussi ou là. Et franchement, il nous rassure. Gomes, ça nous ajoute une valeur ajoutée au milieu de terrain pour accélérer le jeu. Voilà, l'année dernière, on avait un Rongier, on avait un Benasser. Peut-être qu'avec un Gomes, ça ira plus vite. Je l'espère en tout cas. Moi, je m'en fous du nom du joueur, du moment que sur le terrain, il nous montre des prestations comme il a montré Gomes. On passe à Greenwood. Alors Greenwood, bonne prestation. C'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur sur le terrain. Il a marqué son but, encore une fois. Il est efficace. Le peu d'occasions qu'il a, il y met au fond des filets. Donc il va provoquer. À un moment donné aussi, il provoque sur le côté droit en première mi-temps où il va centrer sur la tête d'Højbjerg pour un 1-2 énorme entre Højbjerg qui lui fait une passe de 50 mètres et Greenwood qui lui remet sur le centre, sur la tête plongeante que Højbjerg va mettre dans les bras du gardien. Donc un Greenwood encore en grande forme. Il est au-dessus du lot comme Jonathan Rowe. J'ai envie de dire Jonathan Rowe me semble le mec le plus en forme pour ma part. Alors pour l'instant, il n'a pas les stats, même s'il a marqué un but magnifique la semaine dernière. Mais ça va venir. Et si les stats viennent, attention à Peshao, il devra montrer sa valeur. Gouiri. Alors Gouiri, c'est le joueur offensif qui a peut-être un peu plus de difficultés. Alors, il tente beaucoup de choses, il fait beaucoup de mouvements, beaucoup de déviations, mais à la finition, ça laisse à désirer. Pour l'instant, il n'a pas ce brin de réussite comme il avait la saison dernière, mais ça va venir. Ça va venir, j'ai confiance en Gouiri, j'ai confiance en tous les joueurs qu'il y a sur le terrain, comme les remplaçants. Alors, les remplaçants, on ne va pas en parler de tous, mais on va dire que le jeune Bakola, il a fait une superbe rentrée. On va en parler justement des jeunes, juste après. Donc, Bakola, de superbe rentrée, Vaz, correct, Aminarit. Je ne vais pas en parler un quart d'heure comme Neal Maupay, je ne vais pas en parler d'un quart d'heure comme Aubameyang, je ne vais pas en parler d'une demi-heure, ils disent là, il n'est pas rentré à la 60e, 77e je crois, Pierre-Emerick Aubameyang si je ne me trompe pas. Donc je ne vais pas parler d'Aubameyang. Si j'y gagnerai, il est franchement très rassurant. Franchement, j'ai l'impression que ça va être une bonne concurrence derrière et c'est tant mieux. S'il y a de la concurrence derrière, au milieu et en attaque, c'est que tant mieux. N'oublions pas, on a beaucoup de matchs cette saison. Environ 50 en comptant la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. Donc si Giga Nrelé montre un très haut niveau, et ben peu importe si c'est lui qui prend sa place à Balerdi ou un autre défenseur central, et ben je serai que content. Derrick Cornelius qui fait une entrée correcte. Voilà, on va pas le critiquer pour son entrée, il a été plutôt correct. Delange, on va pas en parler. Bilal Nadir, encore dans la même veine. Je trouve qu'il a quelque chose. Il est intéressant aussi à voir ce que ça donnera, bien sûr, en compétition. Allez, on enchaîne avec les réponses pendant la conférence de presse. Roberto De Zerbi qui nous parle de l'après-match nul contre Séville. Je retiens beaucoup de choses positives, nous dit Roberto, notamment à propos de l'agressivité et de l'aspect physique. Mais contre Valence, on a eu beaucoup d'occasions concrètes et là, on a trop subi. Voilà, il dit qu'on a trop subi contre Valence et même contre Séville par moment. Pas toute la rencontre, mais pour sa part, il trouve qu'on a concédé un peu trop d'occasions et on ne s'est pas créé assez d'occasions. Là, il n'a pas rajouté, il a dit qu'on ne s'est pas créé assez d'occasions dans la conférence de presse. Je l'ai écouté, je l'ai lu. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que ça manque d'un joueur de création offensive. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'un milieu de terrain sera recruté? On va le voir tout à l'heure dans le mercato, mais oui, c'est une des pistes. Le milieu de terrain, il faudra le renforcer. Alors, peut-être pas un milieu créateur offensif numéro 10, mais pourquoi pas devant la défense déjà, qui serait pourquoi pas avec une bonne qualité de passe, comme Angel Gomes. On verra bien, peut-être un gaucher, vous allez voir de qui je vais parler en fin de vidéo. Et ou alors pourquoi pas numéro 10, pourquoi pas, si bien sûr, j'ai mis beaucoup de pourquoi pas, Aminarit part, parce que Aminarit, c'est pas dit qu'il reste. Comme Unai, ça va partir. Donc Unai part, Aminarit part, il faudra en remplacer. On est d'accord. J'enchaîne avec ces autres réponses en conférence de presse. Pierre-Emerick Højbjerg qui nous dit quoi? On a montré beaucoup de bonnes choses. On aurait pu marquer un peu plus dans nos temps forts, mais l'attitude des gars, ça a été top. Ça a été top plutôt. Ça va être une longue saison où la discipline et la force mentale vont être primordiales. Voilà, donc il faudra être sérieux. Il faudra ne plus avoir ces trous d'air comme on a eu l'année dernière contre Strasbourg, contre Auxerre, contre Pim Pam Poum. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra être sérieux. Et si on ne peut pas gagner des matchs
comme contre Auxerre, contre Strasbourg, ici là, il faudra accrocher des points de temps en temps. Même si c'est des adversaires plus faibles, il faudra faire parfois des matchs nuls. Là, je ne parle pas du résultat parce que c'est un match de pré-saison, mais il faut que l'état, le force mentale soit au rendez-vous, comme la discipline. Et il a tout à fait raison, Højbjerg qui pour moi est le patron, un des patrons, si ce n'est le patron pour ma part. Je continue. Aubameyang, donc Roberto De Zerbi nous parle. Aubameyang voulait vraiment revenir. Il nous a fait mal en partant. J'ai voulu le faire rentrer ce soir pour qu'il puisse recevoir l'amour du public. Faire rentrer seul ce soir. Ils ont oublié de rajouter seul. Donc il a voulu le faire rentrer seul. Il est rentré seul à la 77e minute. Grosse ovation du public, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui fait plaisir. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo. Vous avez l'ovation, franchement. J'ai bien envie de la réécouter. Tiens, on va la réécouter ensemble tout de suite. Comme ça, vous revenez pas en arrière. Mais franchement, voilà, quand c'est une ovation comme ça qui fait plaisir. Et on va écouter. Je regarde et j'écoute. L'Orange Vélodrome. Allez, mettez des cœurs, mettez des hauts bas. Mettez des hauts bas dans les commentaires. Concurrence. Écoutez bien Pierre-Emerick Aubameyang. 4-7. Wow! Quelle ambiance! Vous êtes d'accord avec moi? Allez, notez-moi l'ovation de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc ça fait plaisir, il est revenu sur le terrain, mais il y a d'autres joueurs qu'il faut parler un petit peu, c'est Peshao. Et Roberto De Zerbi nous dit quoi? Il n'a que 25 ans. Il est fort en 1 contre 1, c'est terminer les actions et c'est défendre ce qui était important. Il voulait vraiment venir ici. Donc ça aussi c'est très important. Comme tous les joueurs, ils ont voulu revenir comme Aubameyang. D'autres ont voulu venir comme Timothy Weah, on va en parler tout à l'heure dans le mercato. Et d'autres comme Medina qui voulait venir mais il avait tenu sa promesse du côté de Lens. Donc tous les joueurs qui sont venus là voulaient venir. Bon bien sûr, si tu veux pas venir, tu viens pas. Mais on est d'accord. Allez, j'enchaîne avec les réponses encore de Zerbi qui nous dit quoi? Faire jouer les jeunes? Ah, ça c'est très pertinent. Absolument. On compte sur les jeunes. On compte sur les jeunes cette année. Plus que l'année dernière, il a dit. Écoutez bien. Ils auront plus de temps de jeu que l'an dernier. C'est la politique du club. Il ne faut pas les lancer trop tôt, mais il ne faut pas non plus avoir peur de les mettre sur le terrain. Donc pour Bakola qu'on voit à l'écran, alors Abdallah, on l'a pas vu. J'ai l'impression qu'il a perdu sa place par rapport à ce qu'il a manqué comme occasion, les petits gestes ici là où il forçait trop sa décision. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. Pas une fois, pas deux fois. Au bout d'un moment, De Zerbi, il regarde la méritocratie. Bakola, lui, plus sérieux, plus propre, peut-être prendre moins de risques. Mais là, dans la rencontre, aujourd'hui, la rentrée qu'il fait, franchement, mis à part une action que je vous ai citée en live, où peut-être qu'il aurait dû tenter sa chance à l'entrée de la surface quand il veut décaler Mopé, qui est dans la surface enfermée, il doit peut-être tenter sa chance. Il a 20, 23, 25 mètres environ. À l'entrée de la surface, l'angle de but est ouvert. Il n'a personne devant lui. Il peut avancer un petit peu d'un mètre, frapper en force, pourquoi pas. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Sur le terrain, en tout cas, Bakola nous fait une grosse prestation. J'ai bien aimé son entrée. Et pourquoi pas, Bakola, ça peut avoir du temps de jeu cette saison. Il n'a que 17 ans, mais comme il le dit De Zerbi, peu importe l'âge, eh ben c'est le mérite qui compte. Robinho Vaz, on en parle un peu moins aujourd'hui, qui a été moins impressionnant dans son entrée. Mais en tout cas, voilà, les entrées des jeunes, ça va continuer. Ça va continuer avec De Zerbi. C'est pas terminé. Pour Facundo Medina, il nous parle de Facundo Medina. Alors, une mauvaise nouvelle, Roberto De Zerbi confirme la suspension de Medina à la première journée contre Rennes. À Rennes, il ne jouera pas, il est suspendu. J'avais complètement zappé, donc il est suspendu comme il montre la Croix-Rouge. Facundo Medina sera suspendu face à Rennes. Sigi Ganarelli jouera avec Léo Balerdi contre Aston Villa pour régler les automatismes. Donc, la semaine prochaine, samedi prochain, on aura la charnière titulaire qui va commencer, non pas Medina-Balerdi, mais plutôt Sigi Ganarelli, Balerdi, et contre Rennes, ça sera Sigi Ganarelli et Balerdi. Et peut-être Ordonez, parce qu'on va en parler justement d'Ordonez d'après. Mais en tout cas, voilà un petit peu Medina qui est suspendu. Et on continue avec Roberto De Zerbi qui nous parle du mercato. Justement, on enchaîne juste après le mercato. Le mercato, je ne peux pas vous dire qui je veux encore. Mais je suis très content de ce qu'on a fait pour l'instant. Je peux vous assurer que je suis très satisfait du travail qui n'est pas encore fini. Mais je n'ai aucun doute. Donc pour l'instant, il est satisfait de ce qu'il a. Voilà, il est très satisfait. Et ça va enchaîner derrière. Puisqu'on a enchaîné justement avec le mercato. Les cibles de l'OM, nous dit les Massiliazone pour la Provence qui nous relaye ça. D'ici la fin du mercato, un défenseur central, donc peut-être Ordonez ou un autre, Flamingo. On n'en parle plus trop de Flamingo, mais c'est plutôt Ordonez pour l'instant. Un latéral droit, on verra bien Weah ou d'autres. Voilà, Mantua, on n'en parle plus, mais on ne sait jamais. Un milieu axial, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Pourquoi pas un joueur qu'on verra en fin de vidéo. Et un ailier droit, qui pourrait être polyvalent, qui pourrait être aussi le latéral droit. En même temps, qui jouerait les deux postes. Donc 3, 4 joueurs pour l'instant, selon la Provence. Après, il y a les départs. Comme je vous l'ai dit, si un Aminari part, on peut imaginer qu'il y a un autre milieu qui arriverait.
À moins que je me trompe. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si c'est la même chose que moi. Imaginons qu'un Aminarit part, sachant qu'Unai il est de côté. Est-ce qu'on va recruter un autre milieu de terrain, en plus du milieu axial? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et répondez à toutes les questions que je vous pose. Tout de suite. L'OM et la Juventus sont proches d'un accord pour Timothy Weah. Négociation en cours pour le salaire. Foot Mercato qui nous précise que c'est pratiquement fait. Il manque quelques petits détails apparemment, mais on continue, c'est pas terminé. Timothy Weah se rapproche de plus en plus de l'OM, on vient de le dire, mais c'est Matteo Moretto qui nous le précise, venant d'Italie. Il nous dit que les clubs négocient dans un transfert définitif pour environ 13 millions d'euros. N'oublions pas, l'OM avait proposé 14-15 millions d'euros pour un prêt avec obligation d'achat, que la Juve refusait parce que Damien Comolli voilà, faisait sa précieuse. Il voulait 20 millions d'euros, alors qu'à Nottingham Forest, quand ils avaient proposé 15, ils avaient accepté. Donc ils voulaient 20 millions d'euros, on était buté sur ça, point mort total. Et là maintenant, on nous parle d'un transfert sec. Alors Matteo Moretto, c'est le collègue de Fabrizio Romano. Donc c'est l'information, je la prends au sérieux. Donc un transfert sec pour recruter Timothy Weah. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. 13 millions d'euros, c'est une bonne affaire dans l'ensemble parce que le joueur il est coté à 17 millions sur Transfermarkt. C'est un joueur qui n'a que 25 ans, très polyvalent, on va le prendre comme ça. J'ai envie de dire, même si ça ne matche pas, imaginons ça ne marche pas. On le revend en fin de saison ou même pire encore au milieu de saison, comme Eli Wahi on a fait. On pourrait récolter les 10, 12, 13 millions d'euros. Le transfert qu'on ferait là sur les 13, je pense qu'on peut les récolter. Donc c'est pas vraiment un souci, le transfert sec. C'est une somme pas si conséquente que ça. Je trouve que ça serait pas mal du tout. Moi je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Je préférais bien sûr un autre. Mais dans un joueur très polyvalent comme ça, qui ne sera pas forcément titulaire en puissance, c'est important d'avoir une profondeur de banc. Et un joueur de cette qualité, pour être dans la rotation, c'est intéressant. L'accord pourrait être finalisé dans les prochaines heures. Donc tenez-vous au courant de ça, peut-être ce dimanche. Voilà, peut-être à l'heure où je vous tourne la vidéo, peut-être qu'il y a un accord qui est ficelé. Ça m'étonnerait, il est 7 h du matin, 6 h 20. Donc on verra ça dans la journée. Donc je continue pour Weah, contact maintenu aujourd'hui entre la Juve et Marseille pour Timothy Weah. Il y a une différence d'environ 5 millions d'euros entre le prix demandé et l'offre. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, si l'offre est de 13 millions d'euros, pourquoi pas un prix à 18 millions d'euros. Alors je vais vous demander maintenant à vous, pour un transfert sec et non pas pour un prix avec obligation d'achat, pardon. Eh ben, combien vous mettez pour un transfert sec? Est-ce que vous mettez 13, 14, 15, 16, 17, 18 millions d'euros? Je trouve que le 18 millions d'euros, on se rapprocherait allègrement des 20 millions d'euros. Et le prix, pour moi, 20 millions d'euros, eh ben, ça me ferait un petit peu yèche de payer 20 millions d'euros sur un joueur. Alors, certes, qui a des qualités, mais on pourrait trouver quand même mieux. Je pense qu'à 20 millions d'euros, on peut trouver mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un joueur qui est très polyvalent, qui pourrait nous servir. C'est un joueur intéressant. Mais à 20 millions d'euros, ça ferait quand même cher. Alors, 18 millions d'euros, ça fait cher aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire combien vous mettriez pour un transfert sec. Hein. Transfert sec. 13 millions d'euros, franchement, c'est pas mal. Après, c'est pas mon argent, bien sûr. Je suis pas marchand de tapis. Allez, je continue avec Joël Ordonez qui va devenir un nouveau joueur de l'OM. On l'a déjà vu cette information-là, mais je vous la résume encore une fois. Transfert de 30 plus 3 millions d'euros de bonus avec un pourcentage qui est estimé à 15% pour la revente pour Bruges. Donc, imaginons, on le vend 10 millions d'euros, il récolte 1,5 million d'euros du côté de Bruges. Vous avez compris. Contrat jusqu'en 2030 pour l'Équatorien. Le joueur n'est pas en rébellion avec son club de Bruges. Il est absent pour une blessure mineure. Annonce officielle à venir. Donc, c'est chaud, artichaut. Ça, c'est les médias Amérique du Sud, mais d'autres médias ont dit la même chose. Donc, on a recoupé tout ça rapidement, sûrement. Et on continue sur l'information sur Ordonez. Donc, c'est un dossier chaud hein, qui va peut-être se transformer en Irigo de Fabrizio Romano dans les prochaines heures. Là, pourquoi pas? Ou les prochains jours, si ça traîne. L'Olympique de Marseille continue, nous dit Sacha Tovellieri, son travail sur le dossier Joël Ordonez. Aussi bien au niveau de l'accord du joueur qu'avec le club de Bruges. Donc pour l'instant, on travaille sur les accords. Il n'y a pas d'accord pour l'instant. L'OM est motivé par le discours du joueur qui veut absolument rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc comme Aubameyang, comme Péchao, comme tous les joueurs qui sont venus, comme Timothy Weah, tous les joueurs ont envie de venir bien sûr. Sinon, on ne les viserait pas. Parce que s'ils ne veulent pas venir, on ne force pas la chose. Donc le Équatorien veut venir absolument à l'OM. Il ne force pas la chose, il est juste blessé. Donc c'est un joueur qui est très sérieux aussi. On va le dire comme ça. Donc on continue pour vous faire un résumé. Donc il n'y a toujours pas d'accord. Toujours pas d'accord entre les clubs à ce jour. Pour ceux qui disent qu'il y a un accord, il n'y en a pas. Selon Sacha Tovellieri, on va résumer ça comme ça. Donc c'est quand même chaud, hein. On n'est pas loin. On n'est pas loin de trouver un accord. Et justement, on continue parce que c'est pas terminé. Et il y a peut-être un intérêt d'un autre club. C'est celui de Liverpool qui pourrait le viser. On ne sait jamais. Selon le média de Lewis Steele qui est Mail Sport, un média assez conséquent du côté de l'Angleterre, ils nous disent que Liverpool est intéressé pour remplacer, pourquoi pas, Van Dijk. Comme vous voyez ici,
et avec le média 365 score, donc on va dire que c'est peu farfelu, c'est peu concret, pardon, c'est un peu farfelu. Donc on va se dire que la source est peut-être à prendre avec de grosses pincettes de crabe. Liverpool s'intéresserait à Joël Ordonez. Joueur pisté par l'Olympique de Marseille, les Reds aimeraient le faire le successeur de Virgil van Dijk. Liverpool est arrivé et pourrait tout faire capoter comme l'indique Média 365 Score. Ensuite, Bruges et l'OM sont toujours proches d'un accord de principe, donc on est très proche d'un accord de principe entre les clubs, et même le joueur qui veut venir pour un contrat de 5 ans, pour un transfert estimé à 33 millions d'euros, bonus compris. Cependant, si Liverpool décide d'y mettre les moyens, cela pourrait tout changer ou tout capoter. Et oui, parce que s'ils mettent le pognon, eux, ils peuvent faire capoter le deal avec l'OM. Le défenseur a déjà fait son envie de rejoindre l'Olympique de Marseille, mais Bruges pourrait faire jouer la concurrence et donc augmenter le montant du joueur. Et oui. Donc on peut se dire que c'est une façon de faire, voilà, comme on l'a vu pour Peshao avec Leeds. Alors Leeds, c'était vraiment du concret, ils avaient proposé des choses, mais on peut imaginer aussi que pour l'instant Liverpool n'a pas vraiment un gros intérêt à recruter Ordonez. On peut juste imaginer qu'il y a un intérêt, certes, mais derrière, ils insistent sur ça pour faire fuiter cet intérêt-là de Liverpool pour que l'OM accélère sur le dossier et propose peut-être plus. On peut l'imaginer ça comme ça. Ou alors c'est vrai, c'est concret et il faut vraiment accélérer. Parce que si c'est vraiment concret, il faut que l'OM peut-être accélère le deal et leur dise, écoutez, le joueur veut venir absolument, on vous propose franchement une très bonne somme, 33 millions d'euros au total. Voilà, donc soyez pas non plus aussi chiant que les Feyenoordiens, s'il vous plaît. Donc voilà pour Ordonez. Moi je reste sur ça. Pour l'instant c'est très chaud, artichaut. On est en avance sur Liverpool si vraiment ils sont intéressés. On est en avance sur beaucoup d'autres clubs. Le joueur veut venir du côté de l'OM. Donc c'est très important que le joueur veuille venir du côté de l'OM. Comme pour Peshao avec Leeds. Et ben s'il veut venir du côté de l'OM et qu'il force la chose, on peut pourquoi pas attirer le joueur du côté de l'OM. Allez, on enchaîne avec Jonathan Rowe. Bénéficie d'un gros crédit auprès de Roberto De Zerbi. Comme on l'a vu, comme je vous l'ai cité dans le match de tout à l'heure, franchement, il fait une grosse prestation, il a fait une grosse pré-saison, il a fait un gros euro avec l'Angleterre Espoir où il marque le but dans la finale, de la victoire finale contre l'Allemagne. Donc j'ai envie de dire, Jonathan Rowe, il monte en puissance, il a pris l'expérience à l'OM d'un an, l'adaptation, elle est là, il a appris le français, il parle un petit peu français, donc franchement, on le voit très souriant tout le temps, il en fait parfois trop, mais c'est son style de joueur, c'est un joueur qui va provoquer, c'est un joueur d'éclat, et c'est un joueur qui nous a fait des éclats, on l'a vu contre Lyon, on l'a vu là contre le match contre Valence, un but exceptionnel, et même le match là contre Séville, il a été très très bon. J'ai envie de dire, si Jonathan Rowe part, c'est une somme irréfusable, si c'est un 40 millions par exemple, un 35, allez, à la limite. Mais au-delà, en dessous des 35, en dessous des 30, allez voilà, on va dire ça, je commencerai franchement à être vraiment bougon. Je serais vraiment déçu du club. Moi, je ne le laisserai pas partir pour moins de 30 largement. Donc c'est un joueur qu'on a recruté 17 millions, il faut aussi faire de la plus-value dessus. Il a que 22, 23 ans. Voilà. Prenons notre temps. Voilà, pour l'instant, le club ne veut pas le vendre. Hein. C'est juste, je dis, ne faisons pas d'erreur, c'est tout. Le coach italien a d'ailleurs récemment manifesté sa volonté de le conserver auprès de la direction après les convoitises de l'Atalanta qui vendent pour l'instant Lookman à l'Inter et ils ont du pognon. Ils ont 45 millions d'euros qu'ils récoltent, donc ils vont sûrement les investir, peut-être sur Euro. Imaginons qu'il y a 40 qui tombent sur Euro. Ah, là, ça commencerait, franchement, je pense que la direction le vendrait. Ça, c'est mon avis. Voilà, n'hésitez pas à me dire à combien le vendrait l'OM. S'ils le vendent, bien sûr, parce que pour l'instant, il reste à l'OM. Il reste à l'OM, tout simplement. On continue avec un autre joueur qui viendra probablement pas à l'OM, mais on suit le dossier quand même. Parce que vous allez voir, c'est pas terminé totalement. C'est, allez, 90-95% de chances qu'ils ne viennent pas à l'OM, mais on ne sait jamais. Il y a toujours un petit pourcentage. Girona et l'OM ont discuté d'un échange Miguel Gutiérrez contre Unai et de l'argent. Donc, Girona était intéressé il n'y a pas longtemps pour Unai. Ils avaient proposé une petite offre farfelue de 3 millions d'euros, un truc comme ça. Mais l'OM, ils se disent, tiens, bah, si vous voulez Unai, on vous le donne avec de l'argent, mais on prend Gutiérrez. Alors, on ne sait pas la somme pour l'instant, mais ça peut être un deal intéressant. Cela dit, il y a Napoli qui en avance. Comme ils nous le disent là, Foot Mercato, ils nous disent que le deal n'aura pas lieu et Miguel Gutiérrez est proche de s'engager au Napoli. Alors, selon Foot Mercato, c'est pas terminé parce qu'en Italie, ils nous disent quoi? Selon Alfredo Pedula, Naples pourrait conclure un accord avec pour Miguel Gutiérrez dans les prochaines heures. C'est la même chose. Les négociations sont avancées. Ok, c'est la même chose. Le club a pris les bonnes mesures et la phase décisive pourrait commencer demain, aujourd'hui dimanche. On dit que c'est la même chose. Ok. Après, en bleu, est-ce que c'est la même chose? On va lire ça. Cependant, c'est différent. Cependant, comme souvent sur le marché des transferts, rien n'est encore définitif. Rien n'est encore définitif. C'est pas définitif. Hein. Le dossier n'est pas fini. C'est pas ficelé.
Naples pourrait encore également décider d'attendre quelques jours supplémentaires pour évaluer d'autres options sur le côté ou au milieu de terrain. L'idée est claire, ne conclure que l'affaire si vous êtes convaincu à 100%. Vous voyez Roenlo en dessous, c'est peut-être une piste qui vise au cas où ils ne veulent plus de Gutiérrez, parce que Gutiérrez, ça coûte quand même pratiquement 20 ou peut-être même plus que 20. Ça va le coûter cher quand même. Ils ont investi pas mal, il me semble, du côté de Naples. Donc on peut imaginer l'OM en soum-soum en train de boire, en train de siroter sa petite grenadine comme ça. Midi Melassia comme ça. Il va dire quoi? Naples, vous ne prenez pas? Bah ok. Raccroche. Allô, Gironne. On a un petit joueur qui s'appelle Zouzou Ounahi, vous le voulez? Ok. Bah tenez, on vous donne 10, ça vous va? Voilà, 10 plus 10, environ la valeur de Ounahi, ça fait 20. Voilà, pour la valeur de Gutiérrez. Voilà, et comme ça, on économise sur un salaire, parce que Gutiérrez, je pense qu'il a un salaire moindre par rapport à Ounahi. N'oublions pas, Ounahi, il a 300 000, je crois, un truc comme ça par mois. C'est assez conséquent. Donc, bien sûr, on donnera un salaire assez conséquent à Gutiérrez, peut-être celui d'Ounahi. Mais on récoltera un autre joueur, peut-être de qualité, qui a joué en Ligue des Champions l'année dernière, qui a montré sa valeur, qui a que 24 ans. Si je ne me trompe pas, 24 ans, oui. Très haut niveau sur le côté gauche qui pour nous apporter un jeu plus offensif qu'un Garcia, quoique Garcia était offensif, mais très technique. On l'a vu dans les vidéos qu'on a vues en live la dernière fois. Franchement, ça serait une bonne plus-value sur le côté gauche. On continue. Justement gaucher, j'en parlais tout à l'heure, un milieu, Eiki Fernandez. Alors, pourquoi je vous le montre? Alors, vous allez me dire, mais on n'en parle plus de ça. Non, mais il faut en parler. Même si c'est derrière en soum-soum, il faut en parler quand il y a un truc intéressant. Je vais vous parler de ce qui est intéressant. Eiki Fernandez, c'était le 4 juillet. Marcos Bonocore, c'est un journaliste du média TNT Sport, un gros média d'Amérique du Sud. Il nous dit quoi? Eiki Fernandez, l'Argentin, qui veut partir en Europe lors de ce mercato. Il n'a jamais joué en Europe. Boca, Al-Qadsia en Arabie Saoudite, avec Aubameyang, peut-être en lien. Son objectif était de jouer qu'un an en Arabie Saoudite. Al-Qadsia était au courant. Et aujourd'hui, le joueur qui est le plus intéressé, le club qui est le plus intéressé, pardon, est la Real Sociedad. Qui suit derrière? C'est l'Olympique de Marseille. Par contre, le moment est venu de quoi? Parce que le moment n'est pas terminé. C'est pas encore recruté du côté de la Real Sociedad, qui n'arrive pas à monter plus haut que 18 millions d'euros. Et du côté d'Al-Qadsia, ils en réclament plus de 20. Ou 20, 25, 30. On ne sait pas exactement la somme. C'est un peu confus. Il y en a d'autres qui disent 20 pile. Et il y en a d'autres qui disent 30. Voilà, c'est un peu confus. Du côté de l'Espagne, parce que c'est la Real Sociedad, ils parlent de 30 millions. Ils disent non, 30 millions, il ne vaut jamais. On va se positionner sur un autre. Et cet autre, c'est lui. Et oui, la Real Sociedad pourrait abandonner qui? Le dossier qui pourrait être abandonné par la Real Sociedad. L'OM est juste derrière. Ok, vous avez compris un petit peu la chose? Comme Gutiérrez, vous avez compris. La Real Sociedad envisage de recruter Antonio Blanco si elle ne parvient pas à obtenir le transfert d'Eiki Fernandez. Le milieu de terrain, là, on s'en fout de ça. Mais en tout cas, voilà, ils pourraient abandonner la piste d'Eiki Fernandez. Ils ne veulent pas investir autant le pognon, autant 20 millions ou peut-être plus que veut Al-Qadsia. Et pourquoi pas? N'oublions pas qu'on a eu des petits deals. Voilà, avec Al-Qadsia. On a vendu Aubameyang, on l'a récupéré Aubameyang. Intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a un bas qui blesse dans ce dossier-là, comme celui de Ordonez, comme d'autres derrière. C'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'ils ont en lien? Peshao, Ordonez et Eiki Fernandez. Qu'est-ce qu'ils ont en lien? C'est pas les Z, hein. C'est pas les Z, parce qu'il n'y a pas de Z dans Peshao. Mais c'est pas l'Amérique du Sud non plus. Quoique, c'est l'extra-communautaire. Extra-communautaire, et oui. Nous sommes fixés à 4 de limite en Ligue 1. Et pour l'instant, eh ben, j'ai l'impression qu'on est à bloc. Vous allez voir tout à l'heure dans l'effectif olympien. Une limite fixée à 4 joueurs par club ne disposant pas la nationalité d'un membre de l'Union européenne ou d'un accord reconnu par la France. C'est extra-communautaire. Sinon, on ne peut pas l'enregistrer, il ne peut pas jouer en Ligue 1. Je parle d'Ordonez, je parle de Eiki Fernandez, je parle de Peshao. Voilà, donc tous les joueurs qui sont extra-communautaires à l'OM. Il y a Facundo Medina. Je pensais qu'il était argentin, italien, français, j'en sais rien, mais en tout cas, il est que argentin. J'ai regardé à droite à gauche, j'ai pas trouvé de double nationalité ou de double passeport. Donc, 1. Ensuite, Amur Murillo, comme vous voyez en jaune, panaméen, 2. Ensuite, on descend Peshao qui remplace Luis Enrique en tant qu'extra-communautaire brésilien, 3. Et Mason Greenwood. Alors, je l'ai mis en bleu. Vous allez me dire, pourquoi tu le mets en bleu? Pourquoi lui bleu et l'autre jaune? Non, calme-toi, calmate. Déjà, c'est dimanche. Voilà. Donc, Mason Greenwood, il n'est pas que anglais. Il est aussi jamaïcain. Donc, on enlève le 4e. Pour l'instant, nous en avons 3. C'est pour ça qu'Ordonez, on peut imaginer que c'est une piste vraiment concrète. On va la confirmer, on va le recruter. Mais après Ordonez, ça va faire 4. Vous comprenez? Eiki Fernandez, Ordonez. Donc Eiki Fernandez, ça va être compliqué de se positionner dessus. Je le cite quand même, parce qu'on ne sait jamais. Dans le football, ça peut aller très vite. Et on peut imaginer, attention, Murillo, attention Greenwood, attention... bon, Medina, non, il vient d'arriver, mais vous voyez ce que je veux dire? Murillo, ça peut partir, n'oublions pas. On l'avait cité l'année dernière, l'été dernier. Il était resté, s'est imposé. Mais Murillo, tout Murillo qu'il est, attention.
Il y a un Ordonez qui arrive, il peut jouer côté droit de la défense. Vous voyez ce que je veux dire? Egan Riley peut jouer côté droit de la défense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même profil. Timothy Weah arrive à droite, il peut jouer à droite. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Peut-être Murillo, attention aussi. Newcastle était intéressé en début d'été, voilà, au début du mercato. On parlait de certaines sommes, autour des 20, 25, je ne sais plus combien exactement, n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, attention à ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, Mason Greenwood, jamaïcain. C'était moi qui l'avais tweeté il y a quelques mois, sur Transfermarkt, il avait cité. Donc, il peut être présélectionné avec le Jamaïque, il n'y a pas de souci sur ça. Donc, il nous reste encore une place pour Ordonez. Et si Murillo part, par exemple, je donne un exemple, hein, et ben, il resterait une autre place pour Ricky Fernandez. Je continue. La compo que ça nous donnerait, pour au cas où qu'on recrute Ordonez, parce que Ricky Fernandez, je ne l'ai pas mis dedans. Donc pour l'instant, Rouli, Delange pour les gardiens. Ensuite, Balerdi côté gauche, Cornelius. Ou alors on peut imaginer Medina à côté gauche. Hein. N'oublions pas, Medina peut jouer aussi dans l'axe. Donc Balerdi, Cornelius, ok. Ordonez, Egan Riley, ok. Murillo à droite, Croix. Alors, ce qui a marqué en Croix, je vous demande de me proposer dans les commentaires. Proposez-moi des joueurs arrière droit, à la place de Gomez, enfin en concurrent de Gomez, ou en concurrence de Greenwood. N'hésitez pas, et des joueurs qui sont atteignables, hein, pas des recrues à 50, 100 millions, vous voyez ce que je veux dire. Au milieu, non, à gauche, pardon, Medina, Garcia, la concurrence, Murillo, donc Croix, et devant, au milieu de terrain, maintenant, nous avons Gomez, Croix, Nadir, Rabiot, Højbjerg, Kondogbia et Bacola. Faut pas l'oublier, Bacola, il va avoir du temps de jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que ce petit jeune va avoir du temps de jeu. Alors, Peshao, Rowe à gauche, on est d'accord. Greenwood, Croix à droite, pas d'Abdallah. Je pense pas qu'il va avoir une place. Ça m'étonnerait. Peut-être un vase sur les côtés. Attention, un vase, il a joué côté gauche. Je sais pas s'il a joué côté droit pour l'instant, mais à gauche, il avait joué en prépa. Donc pourquoi pas. Par contre, Vaz, je l'ai mis en pointe avec Gouiri et Aubameyang. Donc Gouiri, titulaire pour l'instant. Il a un peu d'avance, comme il a dit De Zerbi en conférence de presse. Et Aubameyang en concurrence derrière. Peut-être titulaire parfois, voilà, ça va tourner entre les deux. Et Vaz qui pourrait là être poussé. J'ai pas mis Mopé, j'ai pas mis Moumbagna. Pour quelle raison? Moumbagna, il a perdu son numéro 14 pour Peshao. On peut imaginer, peut-être, soit il prend un autre numéro, soit il peut partir du côté de Toulouse ou en prêt quelque part, je sais pas où quoi, ou qu'est-ce. Et Mopé, il était visé par des clubs de championship. On peut penser que c'est toujours la même chose maintenant. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour cette compo là. Et on va se terminer là comme ça. On retourne sur le gros écran. N'hésitez pas à donner la force si vous appréciez mes contenus. Voilà, c'est dimanche, prenez soin de vous, hydratez-vous, sortez en famille, baladez-vous, allez à la plage, bronzez, nu, pas nu, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, faites-vous plaisir en ce jour de repos. Nous restons sur les 30 journées de Mercato. Il nous reste 30 jours de Mercato pile poil aujourd'hui. Donc ça va très vite. C'est long et c'est court à la fois. Il nous reste 3 recrues minimum à faire. Donc 3 recrues pour 30 jours. Tous les 10 jours, tous les semaines, une recrue, ça serait pas mal. Déjà tous les semaines, ça ferait presque 4 recrues. J'ai envie de dire, 3 pour moi, ça serait, allez, pas mal. 4, ça serait bien, selon les nombres de départ. Après, si je parle pas de départ, je te parle de 4 maintenant, ça serait bien. Et 5, ça serait le top. Voilà, si on fait pas de départ. Après, s'il y a des départs, à voir combien. Voilà, pour moi, 5, ça serait le top. Bien sûr, si on fait des chamboulements. Hein. Si un Garcia part, ici et là, vous voyez ce que je veux dire. Cornelius aussi. Pour moi, ça passe sa place du côté de l'OM en tant que titulaire. Si on n'a pas, imaginons Medina sur le côté gauche qui est absent, il faudra mettre Garcia en titulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Si pareil, dans l'axe, on n'a pas de Balerdi, on n'a personne pour mettre dans l'axe, on mettra Cornelius en titulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Contre City, contre Bayern et tout, ça va être compliqué. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ce que je viens de dire. Vive le foot chez Sabach Foot et je vous souhaite de passer un bon dimanche encore une fois. Prenez soin de vous et surtout quoi? Dites-moi-le dans les commentaires. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Et mettez des cœurs bleus et blancs juste après. Pourquoi? Parce que je vais dire quoi? Allez l'OM! Et le mot de passe d'aujourd'hui, c'est Aubameyang. Allez, ciao, bon dimanche à tous. Ciao.